Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrir les tiroirs de l'histoire et se regarder fièrement dans le miroir, tels sont les paris de mémoire. L'émission qui vous convie dans l'intimité des personnalités marquantes de la Guinée afin de changer positivement votre opinion sur notre pays. Dans un entretien sans tabou et sans détour, notre invité vous livrera sa lecture objective des événements auxquels il a pris part, de manière active et souvent décisive. Dans Mémoire, nous nous engageons à faire le récit objectif du passé afin de mieux aborder l'avenir. C'est dans sa paisible demeure que notre invité exceptionnel a accepté de nous recevoir dans le cadre de ce numéro historique de Mémoire. Dans un pays où il est difficile d'obtenir une majorité, c'est une personnalité qui fait quasiment l'unanimité. Auteur d'un parcours rarissime, truffé de valeurs et vertus, malheureusement en voie de disparition, il a, avec un sens élevé du devoir, humilité, intégrité, joie de vivre, contribué à l'écriture en lettres d'or de l'histoire de la Guinée de sa période coloniale à la Deuxième République, en passant bien évidemment par la Révolution. Doyen, vous refusez d'aller prendre fonction en Yougoslavie et vous réunissez vos proches et vous vous rendez en France, vous décidez de démissionner en d'autres mots, et votre condamnation par contumace suivra. Expliquez-nous un peu, est-ce qu'il n'y avait pas un lien finalement entre votre volonté, en tout cas votre refus de prendre fonction en Yougoslavie, et cette condamnation qui tombera quelques semaines après? Je reprends les choses. Je suis affecté en Yougoslavie. J'ai pu sentir que je n'étais plus dans les beaux papiers du pouvoir. Et je décide, dans mon fort intérieur, de ne pas rejoindre le poste. Entre-temps, je me suis apprêté à couper avec le gouvernement guinéen. Je vais voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, à l'époque, à Bonn, qui s'appelait Camille Ali, qui informe le président Houphouët-Boigny, lequel lui dit, s'il ne peut plus servir de Sékou Touré, donne-lui tous les papiers. Celui-ci me donne des passeports pour moi et ma famille. Je vais voir ma famille. Je leur dis, on nous affecte en Yougoslavie. Mais moi, je ne voudrais pas y aller. Nous faisons ce que tu veux. Je dis, moi, je ne dirai pas, donc je suis. Là-dessus, je prenais les précautions pour que j'ai les avantages de mon poste jusqu'au dernier moment. Parce que aussi, ça pourrait poser problème entre la Guinée et l'Allemagne si c'était écoulé un certain temps. C'est la nuit de mon départ. Le matin, je devais partir par la voiture sur Paris et rejoindre ma famille, que j'ai posté mon télégramme de démission à Sékou Touré. Après, déjà, vos relations avec Sékou Touré s'étaient détériorées ou parce que vous aviez le pressentiment qu'il y a quelque chose qui n'allait plus? Quand il m'a envoyé, quand il m'a affecté en Yougoslavie, vous en avez déduit? J'ai déduit que je n'étais plus dans ces bons papiers. Et avant, vous n'avez rien senti venir? Il n'y avait pas un incident? Vous n'avez pas eu un accrochage? Vous qui aimiez le taquiner de temps en temps, il n'y a pas eu un petit quelque chose qui vous a opposé sur une question ou une autre? Par rapport à votre condamnation, par rapport à votre refus d'aller prendre fonction en Yougoslavie, il y a un lien qu'on peut établir ou ne pas établir, mais vous, en tant que personnalité importante déjà à l'époque, avec votre expérience, après avoir parcouru le monde, n'aviez-vous pas senti cette détérioration arriver ou vous n'avez pas senti que le vent est en train de souffler? N'aviez-vous pas quelques indices? Les prémices de ces sentiments, c'est venu de ce que j'avais senti en Allemagne dans les derniers moments. M. Sékou Touré, bien reçu par les Allemands, vient à Conakry, avec l'admiration de tout le monde, mais je croyais que les choses étaient bien faites pour que les choses aillent dans le sens de l'Occident là-bas. Mais il y avait ici des gens, je ne les nommerai pas, ils sont morts, je respecte leur mémoire, qui voulaient tourner la Guinée vers d'autres contrées extérieures,
qui n'était pas donc dans la même ligne que moi. Sékou, qui était entre tous les feux, parce qu'un chef n'est jamais libre totalement, il subit beaucoup de pression de tous côtés. Les dessins ne sont pas toujours les mêmes. Exactement. Ils ne sont pas toujours désintéressés. Non plus. Monsieur Ismaël Touré et Karim Bangoura, qui était à ce moment-là notre ambassadeur bien-aimé et de talent aux États-Unis, font un voyage. À Bonn. Font un voyage à Bonn, ils sont très bien reçus. Ils sont venus à Bonn que sur l'insistance de Sékou, leur voyage était prévu d'aller aux États-Unis en passant par la Suisse. J'ai dit à Sékou, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, ce n'est pas bon, vous êtes venus à Bonn, on vous a bien reçus. Ils vont aux États-Unis, parce que je savais qu'ils allaient pour les mines. J'ai dit, vous êtes venus à Bonn, on vous a parlé des mines. Vous allez en Amérique maintenant, vous aviez promis que vous aimeriez continuer les conversations avec les professionnels de l'aluminium en Allemagne. Et maintenant vous allez aux États-Unis. Vous avez donné l'impression aux Allemands que vous essayez de faire tous les pays, de faire monter des enchères. Comme un marchand de tapis. Sékou, je lui rends hommage. Il a fait stopper Ismaël et Karim Bangoura en Suisse et leur dit allez d'abord en Allemagne voir Nabi et la société Aluminium Werke. Aluminium Werke, c'est l'allemand qui s'occupe de l'aluminium et de tous ses dérivés en Allemagne. Parce qu'il n'avait pas de réponse encore. Dites-leur que nous prenons en considération leurs propositions, les étudie avant de continuer. Il n'y avait rien de signé. Rien de signé. C'était les pourparlers. Ça a été fait dans les règles. Moi, j'étais satisfait. Les Allemands étaient contents. Ils ont dit la Guinée est libre de faire ses prospections. Ça permet de garder le contact. Exactement. Ils sont partis aux États-Unis. J'ai même un carnet ici, dans la chambre, où c'est marqué VAW. C'est un carnet qu'on nous a offert ce jour, lorsque nous avons fait la visite au directeur de la Vereinigte Aluminium Werke, la société allemande qui s'occupe de l'aluminium, avec un directeur qui s'appelle le Dr Simon. Mais voilà, les chefs sont toujours très attentifs à la réputation de leurs collaborateurs. Il ne faut pas que quelque part on chante trop vos louanges, ou bien que le peuple s'aperçoive que vous faites beaucoup et qu'on puisse vous comparer à lui, les chefs indigènes, pas les autres, mais les chefs de chez nous. L'ambassadeur qui brille, c'est un danger pour le président. Pas tous les présidents, mais c'est celui qui veut le pouvoir absolu, qui veut qu'on conjugue tous les verbes à son nom, ne tolère pas. On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Alors moi j'étais en Allemagne, très apprécié des Allemands. Ismaël et comment il s'appelle, Karim Bangoura sont stoppés en Suisse. Ils vont en Allemagne pour dire aux Allemands qu'ils vont là-bas, mais ce n'est pas parce qu'ils font de la surenchère, par correction. Puisque la Vereinigte Aluminium Werke avait bien reçu le président pour dire que nous continuons nos prospections. Ils arrivent à Bonn. Ismaël, qui a été élève à l'école primaire supérieure Camille, lorsque j'étais surveillant de cet internat, qui n'avait pas brillé par son intelligence, qui n'aimait pas beaucoup. Il était avec Karim, à l'éloge à Bonn. Ismaël m'appelle en aparté. Il m'appelle, il dit, je t'appelle, frère, nous avons la mission d'aller jusqu'aux États-Unis et tout, mais je t'ai donné l'atmosphère à Conakry. Le frère, il appelait Sékou le frère. Le frère n'est pas très content de toi.
Je te le dis, ne le répète pas, mais garde-le pour toi. Mais Ismaël ne voulait pas mon bien. J'étais son surveillant à l'EPS. Et il n'était pas très intelligent, il était le promotionnaire de Téli Diallo. Autant Téli était brillant, autant Ismaël était bête. Il était dans tous les secrets de Sékou. Lorsqu'on m'affecte donc en Yougoslavie, je me suis dit, il y a eu une prémonition, Ismaël a averti ma femme, mais dire à ma femme que ma femme m'a dit de ne pas aller, ça c'est pas tout à fait juste. C'est moi qui ai décidé, suite aux informations qui me donnaient une certaine prémonition. Et vos propres analyses. Et ma propre analyse. Bien sûr. On va, la question que l'on se pose à chaque fois qu'on parle du camp Boiro, entre autres de toutes ces questions, c'est de savoir si réellement les complots existaient. Un historien très célèbre, dont je tairai le nom, me disait récemment, et c'est un avis qu'il partage avec d'autres, que tous les complots n'étaient pas exacts, même s'ils n'étaient pas tous imaginaires. Qu'en pensez-vous? C'est possible. Mais je ne peux pas dire que c'est pas vrai. D'abord, j'étais très peu en Guinée. Mes missions étaient surtout à l'extérieur. Et deuxièmement, c'était une époque où la politique avait infesté même les foyers. L'intrigue aussi. La politique, l'intrigue, l'intérêt sordide. La femme mouchardait le mari mouchardait le beau-frère. Et dans tout ça, allez vous retrouver. Une chose est sûre, ce bouquin de l'ancien ministre René Gomez. Il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de son âme. Merci. Ce bouquin en dit beaucoup. Moi, j'ai été condamné dans le complot, ce qu'ils ont appelé le complot. Fodeba Kamandiabi. Fodeba était ministre de la Défense. Kamandiabi était le chef d'état-major adjoint. Vous n'étiez pas militaire? J'étais à l'extérieur. Comment vous êtes retrouvé dans tout ça? Parce que Kamandiabi, dans les derniers moments, a fait un voyage en Allemagne. Il est passé par Bonn. On a pensé qu'il était allé me recruter. Et quand ils ont été condamnés, ils ont été exécutés. Quand il est venu à Bonn, vous êtes vu? Mais bien sûr. C'était quoi l'objet de sa mission? Ils venaient voir un petit peu comment se passaient les choses. Ils avaient des stagiaires aussi en Allemagne. Il y avait des stagiaires guinéens en Allemagne. En Allemagne. Dans quel Vous avez entendu parler du génie route. Les militaires qui construisaient les routes. C'est les Allemands qui ont donné ces idées à Sékou quand il est venu en visite, en disant vos militaires, au lieu de se tourner les pouces dans les casernes et de créer un jour des complots, mettez-les à faire de l'œuvre utile. On a fait des usines militaires dans la banlieue ici. Sur recommandation des Allemands. Quand Kamandiabi est venu lors de sa visite, il ne vous a pas entretenu de questions politiques ou de déstabilisation? Comment nous n'avions pas de conversation politique? D'abord, je ne voyais presque pas. Il était ici, j'étais à l'extérieur. Et deuxièmement, loin était l'idée de Kamandiabi d'entretenir les choses de cette nature avec moi. Et quand vous avez appris cette condamnation, quelle a été votre réaction? Quelle fut votre réaction? Ma réaction, c'était l'étonnement. Mais je n'allais pas le clamer sur tous les toits. Je me sentais libre. Vous ne vous reprochez de rien, donc... Le fait, c'est que Kamandiabi, compris dans le complot, était passé peut-être même pas 6 mois, quelques mois avant à Bonn. Il allait en voyage en Europe. Il est passé à Bonn. Alors on a dit, c'est un recrue là-bas. Il a recruté l'ambassadeur à Bonn. 69, ça commence par Kamandiabi, colonel. Tcherno Ibrahima, capitaine. Keïta Cheikh Mohamed, commandant. Kouyaté Sangban, capitaine, qui a été mon attaché militaire quand j'étais ambassadeur à Bonn. Keïta Cheikh, commandant. Bari Diawadou, ça te dit rien? Président du parti BAG ou lequel? Non. Le parti? Le père de l'actuel notaire Aminata Bari. Voilà, ça suffit.
les autres fonctions, il y en a qui précèdent d'autres, etc. Je ne rentre pas dans ce détail. Et qui a été mon ami, avec qui j'ai fait l'école primaire supérieure Kamigi et l'école normale William Ponty. Bari Diawadou. Bari Diawadou. Keita Fodeba, ministre. De la Défense. Fofana Karim, le premier Guinéen ingénieur des mines. Kumbasa Ali, lieutenant. Mbemba Diara, commissaire de police. Kamara Boubacar Dimbeng, militaire sorti de cellule sur une civière. On l'a amené sur la civière pour aller le fusiller. Par contumace, condamné à mort, donc, mais qui n'était pas là, donc on les a condamnés, ils étaient absents. Ba Mamadou, fonctionnaire international. Nabi Youla, diplomate. Donc en 1969, si cette condamnation avait pris effet, on aurait pu parler de vous. Tu n'avais pas eu le grand plaisir de connaître ton grand-père. Heureusement. Les téléspectateurs ne suivraient certainement pas cette émission. Pour la petite histoire qu'il raconte, je lis. Il faut rappeler que l'ambassadeur Nabi Youla, après avoir longtemps servi son pays en Europe occidentale, avait choisi l'Afrique et plus précisément le Zaïre comme retraite pour s'éloigner de la Guinée. Il espérait ainsi se faire oublier de Sékou Touré. Une fois de plus, ce dernier, Sékou Touré, n'avait pas failli à sa réputation de tueur. En effet, sur son initiative, un groupe de tueurs dirigé par Momo Jo, tu as entendu parler de Momo Jo, fut dépêché à Kinshasa pour aller éliminer l'hôte du maréchal. Les envoyés spéciaux furent accueillis et désarmés à l'aéroport avant d'être fraternellement hébergés par le gouvernement, et après quelques visites de sites touristiques, ils furent embarqués quelques jours après pour Conakry, bien entendu sans leur arsenal. On va parler de l'agression du 22 novembre 1970. Là, je n'étais pas au courant. Mais on a dit que j'étais derrière. Là aussi? Oui, mais ça n'était pas trop propagé. Le principal dans cette affaire... Ça n'a pas prospéré, cette thèse n'a pas prospéré. Il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de... Non, parce que j'étais en France et les gens recrutés étaient surtout venus de Dakar, sous la conduite de David Souma, qui était un secrétaire, un clerc de notaire, d'avocat, qui était ici et qui s'était réfugié à Dakar et qui de là-bas dirigeait la résistance contre Sékou Touré. Et là, depuis votre condamnation à mort, vous ne rentrez pas au pays parce que ce serait synonyme pour vous de rencontre avec l'ange de la mort, et bon, il fallait rester encore sur terre. Nous, en tout cas, on en est très heureux que vous ayez cette longévité dont nous profitons aujourd'hui. Et l'avènement du CMRN consécutif à la disparition de Sékou Touré, ces deux événements forts ne vous ont pas trouvé en Guinée. Où étiez-vous et quelle a été votre réaction quand vous avez appris que Sékou Touré avait rejoint l'au-delà? Le 26 mars 1984, moi je me trouvais dans un bateau. Vous étiez où? En Afrique centrale, dans un pays qui s'appelait le Zaïre. Sous la présidence de Mobutu Sese Seko. J'étais avec Mobutu dans son bateau de plaisance, parce que Mobutu est du nord du Zaïre, Kinshasa plus au sud. Il aimait voyager par bateau pour aller chez lui, Bad de Lité, son village. Le bateau s'appelait le Kamanyola. Le Kamanyola du nom, c'était un bateau qui appartenait aux Belges avant. C'est le bateau avec tout en or dedans? Oh, c'est faux. On a raconté beaucoup de choses. Le Kamanyola, on était là-dedans le matin, la radio, parce que j'écoute beaucoup la radio.
On dit le président de la Guinée, M. Ahmed Sékou Touré, transporté d'urgence à Cleveland aux États-Unis, a succombé cette nuit au cours de l'opération. Parce que je crois qu'il avait tellement parlé dans sa vie, cet homme, qu'il a eu des problèmes avec les vaisseaux. Les cordes vocales. Il est mort et on l'a annoncé. Mais je n'ai pas cru. Parce qu'on ne pouvait pas croire que Sékou pouvait mourir. À vous aussi? Ah non, pas moi. J'ai dit que ses ennemis ont, ont peut-être donné la nouvelle. J'ai attendu une demi-heure après, il répète. L'heure suivante, donc, je suis allé voir, j'étais dans le bateau, le Kamanyola, avec Mobutu, Sese Seko, Kukungendu, Wazabanga. C'était son nom, ça. Le maréchal. Maréchal. Je vais voir Mobutu dans sa cabine. Je dis, monsieur le président, il y a des nouvelles ce matin qui sont importantes. Je reste à parler avec lui. Je dis, écoutez, un quart d'heure après, on reprend les choses. Mobutu écoute, il dit, ah, alors ça, son propos a été, alors tu vas rentrer dans ton pays maintenant, tu vas me quitter. J'ai dit, monsieur le président, il n'est pas question. Même si je dois rentrer dans mon pays, il faut que les choses se stabilisent. Et puis vous quittez, c'est autre chose, c'est le cœur qui restera avec vous. Il dit, ah bon. Nous retournons à Kinshasa. Il y a un garçon qui était journaliste à Jeune Afrique, qui s'appelait Siradou Diallo. Exactement. Lui qui était mon ami, c'est à lui que je confiais la famille quand je quittais Paris. Et il était très connu de ma femme, de mes enfants. Siradou Diallo, qui apprend la nouvelle aussi, les Guinéens de France, ils ont dit qu'ils vont faire un voyage pour saluer les nouvelles autorités, les militaires qui ont pris le pouvoir. Mais si là, il leur dit, nous n'irons pas sans M. Nabioula. Il faut qu'il soit avec nous. Quand les militaires avaient pris le pouvoir. Lansana Conté était appelé. Le colonel Lansana Conté à l'époque. Il était deux colonels. Avec Diarra Traoré. Mais dans l'armée, il y a une règle. À grade égal, le plus ancien dans le grade a priorité sur l'autre. L'ancienneté. C'est Lansana qui avait le grade le plus ancien. Donc, il a pris le pouvoir en tant que président et Diarra qui était son second premier ministre. Vous ne vous rentrez pas dans l'immédiat? Non. Ceci a été réglé, mais c'était assez rapide. Dans les 24, 72 heures, 48 heures, les autres m'ont envoyé un télégramme à Kinshasa. Nous étions revenus en disant, nous avons décidé, en tant que Guinéens de l'extérieur en France, d'aller saluer les nouvelles autorités. Parce qu'il y avait beaucoup de Guinéens qui ne pouvaient pas rentrer. La révolution globale, multiforme et transcroissante ne tolérait pas quelqu'un qui venait de l'Occident. Nous souhaiterions que vous soyez avec nous pour saluer les nouvelles autorités. Pas dit non. Mais, par correction, Mobutu était en voyage en France. Je me suis dit, je ne peux pas quitter Kinshasa pour aller à Conakry, même si c'est pour une affaire aussi importante, sans que je dise au revoir correctement à celui qui m'a abrité 17 ans. Je ne pouvais pas m'en aller comme ça. Sans dire au revoir. Sans dire au revoir. C'est la moindre des corrections. Je dis à Siradou que je ne refusais pas de venir avec eux, mais que j'attendais que le président Mobutu revienne pour que je prenne congé correctement pour un petit moment, venir saluer et retourner. Je m'étais transformé en commerçant pendant tout ce temps d'exil. J'allais acheter du wax en Hollande, que je venais en demi-gros, en gros, que je venais revendre en demi-gros à Kinshasa. Alors, Mobutu leur donne son accord et me fait transmettre son accord par les voies, les canaux du gouvernement. Fort de cela, nous nous organisons. Les Guinéens de Paris viennent jusqu'à Dakar. Ils sont rejoints par des Guinéens qui étaient à Dakar. Et moi, je venais du Zaïre, au lieu de monter à Paris et descendre, puisqu'il y avait la côtière à cette époque-là. Alors, je prends la côtière. Il était entendu que moi, j'arrivais avant et aussi un jour avant, pour que le lendemain, ils arrivent
Et je les accueille à l'aéroport. Directement, nous allions voir le Premier ministre. Diarra Traoré. Vous n'aviez aucun contact à l'époque avec des militaires ici qui avaient pris le pouvoir? Aucun. Mais vous avez quand même pris sur vous le courage de rentrer en vous disant que de toute façon on avait changé de régime et que les pages précédentes étaient tournées, c'est ça? Exactement. Non. J'avais le sentiment, quand j'ai appris que Diarra Traoré, que j'ai connu avant leur coup d'État, Diarra Traoré, avec 2 autres militaires guinéens, était en stage en France quand nous avons rompu avec la France. Et à l'époque, l'armée française faisait venir tous les ans des militaires des pays colonisés d'Afrique pour des stages en France dans le sud. La Guinée vote non. Leur transport et leur entretien, tout ça a été assuré par la France. Et quand la Guinée a voté non, pour leur retour ici, on leur a dit, messieurs, vous êtes un pays indépendant, on ne paye pas. Prenez-vous en charge. Absolument. Diarra et 2 autres militaires étaient donc là. Ils ont été coupés des subsides des Français. À cette époque, je n'étais pas encore ambassadeur, j'étais représentant personnel de ces couturiers. Ils sont allés me voir à Paris, où j'habitais 2 pièces. Et moi, expliqué leur cas, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Sékou. Sékou me dit, faites tout pour nous éviter la honte. Ils veulent nous faire payer le vote. Aujourd'hui, nous n'avions pas un institut d'émission libre. On dépendait du franc CFA. Et la France n'aurait jamais accepté qu'on paye sur le franc CFA des trucs pour venir récompenser le président qui a voté contre eux. Il dit, je me suis endetté. Il dit, endette-toi, tu as une certaine connaissance de Paris, endette-toi, je paierai. Je me suis endetté, j'ai payé les billets. Diarra était un des 3. Diarra vient, il est Premier ministre. Nous arrivons donc sur le Dakar. Ils viennent de Dakar, moi je viens de Paris la veille, reçu par, à l'époque, le ministre de l'Information qui s'appelait Traoré. Mohamed Traoré. Jean Traoré était son ami, mais ce n'était pas Jean Traoré. Jean Traoré n'était pas ministre de l'Information, mais il faisait partie du CNRN. Donc, moi j'arrive la veille, le matin, accueilli par Jean Traoré, Mohamed Traoré. Le lendemain, avec Mohamed Traoré, on va accueillir ceux qui viennent de Dakar. Directement, nous allons à la primature. Alors on arrive, discours et tout, les gens venant de chez les Blancs ont voulu impressionner ceux qui étaient restés au pays et tout. À un moment donné, Diarra a fait arrêter la cérémonie. Il dit, attendez. Il a dit à Mohamed Traoré, il fait arrêter les gens. Il dit, c'est celui qui est là-bas, qu'ils ne connaissent pas que moi, je connais mieux qu'eux, à qui je vais demander de parler. Alors, Mohamed Traoré vient me dire, en sussou, Outara, voyez, parle. Je dis, je n'ai rien à dire. Dis au Premier ministre que nous sommes contents qu'il soit là aujourd'hui parce que les tueries ont assez duré. Parce qu'on exécutait pour rien. La femme mouchardait le mari. Le fils, le papa, etc. J'ai dit, si on pouvait arrêter ça. J'ai dit au Premier ministre que s'il a un mot à dire, surtout qu'il nous a annoncé quand nous sommes arrivés que le président de la République nous attendait après le dialogue d'ici. Je ne vais pas le tarder. On est allé le dire, dit, bon, moi je vais dire un mot. Dit, l'homme que vous voyez là, il nous a sauvés. Moi, si je suis à cette place, c'est grâce à lui. Pourquoi? Il a expliqué comment ils étaient en panne. Information, comment vous êtes endetté pour pouvoir faire face à ces... Dans ces conditions, arrêtez les discours. Le président nous appelle. Celui qui n'a pas parlé, il a beaucoup de choses à dire, mais il ne le dira pas, nous le connaissons. Nous sommes allés à côté du nouveau hôtel. Alors on arrive, on nous installe. Pour la première fois, je vois le général Lansana Conté de près. Le colonel Lansana Conté. Le colonel à l'époque. Vous ne l'avez jamais vu avant? Je l'avais peut-être vu, mais je ne l'avais pas remarqué dans la foule. Je ne le connaissais pas. Il sort, un coup d'œil circulaire, il nous dévisage et puis il salue. On lui avait réservé son fauteuil. Il finit par moi. Quand il est arrivé à ma hauteur, il m'a pris par la main et puis il m'indique où je dois être assis. Là,
où le fauteuil était vide, où il devait s'asseoir. Lui, vous connaissez? Je vais y venir. Ah, j'étais étonné. J'ai dit, mais président, c'est votre place. En réponse à ta question, il dit non. C'est toi qui dois être là. Toi, tu ne nous connais pas, mais nous te connaissons. Parce qu'il y avait très peu de Guinéens à un certain niveau, à cette époque, qui n'avaient pas suivi les va-et-vient que j'avais effectués entre Conakry et Paris pour normaliser les rapports, assouplir les positions. Il dit, ça place là. Je me suis assis et ça n'a pas duré. Il a dit, je suis heureux de vous voir, vous êtes venus en nombre et je sais que vous êtes contents que nous ayons pris le pouvoir, etc. Et puis il ne parlait pas beaucoup. Puis on s'est séparés. En partant, il m'a dit, le soir, tu viendras me voir. Il m'a envoyé son chauffeur personnel, me chercher à Koléa, où j'habitais, chez un neveu, Almami Youla, qui est venu me chercher, je suis allé le voir. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu viennes ici avec nous. J'ai dit, c'est mon désir aussi, parce que c'est mon pays. Je suis allé en exil, non pas par choix, mais par nécessité. Si je suis venu ici, vous auriez été visiter ma tombe, maintenant, ne pas prendre en personne. Et pourquoi vous avez accepté de travailler avec eux à l'époque? C'était par rapport au fait que vous aviez été condamné, ou c'était par besoin, par nécessité de faire changer les choses, de faire de telle sorte qu'on ne vive plus cette terreur, ou que ces assassinats ou ces exécutions ou ces complots, ou que tout ça cesse? C'était quoi le mobile? C'était très simple. L'Ivoirien, quelle que soit la situation aujourd'hui ou quelle qu'elle était hier, son pays lui est cher. S'il est au Kamtchatka et qu'on lui dit on a la possibilité de vous faire venir chez vous, je crois qu'il sera content s'il n'a pas laissé ici une situation qui peut lui valoir la mort ou des difficultés. C'est que mort. Moi, mon problème de ce côté-là était réglé. Il fallait que je retourne dans mon pays parce que mon pays me manquait. Mais c'était pas que lui le problème, non? Ou c'était pas l'entourage aussi était là, non? Mais la plupart de ceux qui étaient agissants du temps de Sékou avaient été arrêtés. André, sa femme, même a été emprisonnée à Kidia. Par les militaires. Par les militaires. Donc il n'y avait plus de menaces. Il n'y avait plus de menaces. Je suis revenu donc, pas un héros, mais quelqu'un qui savait que la situation a été apaisée. Je suis rentré. Mais pour rentrer, j'ai demandé au président Conté, j'ai dit, il y a des gens, un pays qui m'a assuré la vie, qui m'a même honoré pendant tant d'années. Je ne veux pas quitter ce pays en ingrat. Il faudrait que vous les honoriez aussi en envoyant un messager pour les remercier. Mais c'est l'envoyé que vous mettrez sur la route de Kinshasa doit avoir deux rôles. Le rôle de représentant du gouvernement et surtout le rôle de membre de ma famille. Parce qu'on est d'abord cher à sa famille. Le père et la mère sont les deux qui sont d'abord très attachés à leurs enfants. Et il a accepté. Et il a accepté, le président Conté. Et il m'a demandé qui cette personne. Il ne savait pas. Vous pensez à qui? Celui qui a été envoyé. L'actuel ministre de l'économie et des finances. Exactement. Celui qui est allé au nom de la Guinée et de votre famille. Quelles sont vos relations? C'est un cousin. C'est un cousin à vous. Il est allé accomplir cette mission. Il portait le message du président Conté dans lequel la Guinée, son président et son peuple remerciaient le président de la République démocratique du Congo, qui s'appelait à l'époque le Zaïre, de m'avoir gardé pendant tout ce temps. Les téléspectateurs ont dû s'en rendre compte, on a assuré la transition entre les deux régimes, et en parlant de cette transition, il y a une idée qui revient souvent, à savoir que le libéralisme a été sauvage et qu'il fallait capitaliser sur les acquis de la Première République. Aujourd'hui,
Qu'en pensez-vous? Parce que ce sont des réflexions d'intellectuels, quelquefois mal à l'aise. Lansana était un homme. Attends. Lansana était un homme simple. Je ne parle pas d'autre chose, mais qui disait, moi, avec son entourage, je ne suis pas instruit. C'est vous qui savez. Même quand on posait une question qui demandait une réponse appropriée, il interrogeait son entourage. C'est vous qui savez, moi j'étais militaire. Envoyez-moi au front, je me battrai. Mais là, c'est vous qui savez. Donnez-moi la réponse. Beaucoup de choses ont été faites du temps de Lansana. Les responsables, certains sont encore là. Et quelques-uns entourent aujourd'hui Alpha. Mais c'est lui qui a accepté d'être président de la République. Il n'était pas obligé, d'autant plus qu'il s'est plusieurs fois présenté comme candidat. S'il pensait qu'il n'avait pas les capacités d'occuper ce poste, il aurait pu ne pas se présenter. Mais la première fois qu'il a pris la présidence de la République, pour me faire revenir moi, il était militaire. Peut-être à ce niveau, mais après c'est lui qui exerce et qui se présente comme candidat. Donc ça ne le dédouane pas totalement, ça ne fait pas de lui quelqu'un à qui on ne peut rien reprocher. Je ne vous reproche pas vos questions, mais je voudrais éclairer un petit peu votre lanterne. Avec plaisir. UCMRN, à la première élection de présidence de la République, en 1993, les gens ont vu que ce nouveau président était un peu différent de celui qui faisait couper les têtes, qui n'était par conséquent pas à leur goût. Et donc il fallait qu'il continue un peu. À cette candidature, Lansana a été. Mais moi, depuis que je suis revenu du Zaïre, en compagnie de Kelfala Yansane, j'ai simplement été pour prendre quelques affaires qui étaient là-bas, puis revenir en Guinée, je suis plus retourné au Zaïre.